Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast d'Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Je vais interviewer des kinés du sport, prépa physique, coach ou autres qui amènent et accompagnent leurs athlètes au plus haut. Aujourd'hui, je rediscute avec Martin Buchette pour un hors-série ayant comme thème l'ego. Martin a écrit un livre, ou un notebook comme il le dit, après avoir interviewé plus de 110 personnes du monde du sport de haut niveau, avec son co-auteur Georges Perry. Surveillez bien ses réseaux sociaux pour vite vous procurer votre prochain livre de chevet. Le titre de ce premier hors-série est Ego, Logo, YOLO. Pour en savoir plus sur Martin et son parcours, je vous invite à écouter l'épisode 26 du podcast où on parle de la boucle terrain-recherche, sport science en France versus à l'étranger et collecte de données. Comme sur les autres épisodes, je vous invite à mettre 5 étoiles sur nos minutes et sur Apple Podcast. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode avec vos collègues et à votre entourage pour le débriefer entre vous, car c'est une thématique qui nous concerne tous. Bonne écoute à tous. Salut Martin. Salut Julien. Merci à toi d'avoir accepté cette demande pour on va dire un hors-série sur un thème un peu pas assez abordé je pense et qui est pourtant primordial en ce moment, c'est-à-dire l'ego. Merci à toi pour la seconde invitation aussi. Et oui, comme tu dis, ça pas souvent assez abordé. Oui et non, c'est quelque chose qui est présent tous les jours, surtout dans le haut niveau. Après, c'est la manière dont on l'aborde et la réflexion qu'on a autour qui est un peu plus rare, effectivement. Super. Et justement, alors, tu as écrit un livre là-dessus avec ton binôme et vous avez interviewé pour cela énormément de monde. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu d'où vous est venue l'idée et comment vous l'avez produit et organisé? Ouais, bien sûr. En fait, quand je t'entends dire t'as écrit un livre, ça m'a déjà fait sourire parce que autant des papiers et tout, j'en ai écrit un paquet, autant un livre évidemment c'était quelque chose ce type de livre j'avais jamais fait, et surtout je me suis jamais considéré comme quelqu'un d'expert dans ce domaine, parce que là on en vient à de la psychologie, de la sociologie, des choses comme ça. Là il y a de la philo même si tu veux, donc c'est pas du tout mon truc. Donc dire qu'on a écrit un livre, je sais pas. En tout cas, aujourd'hui, je dirais c'est presque un notebook, comme tu dis en anglais, tu vois, un recueil, et c'est un recueil de témoignages. C'est un peu comme ça que j'en suis arrivé là, c'est-à-dire que au départ, c'était pas censé, j'avais pas un projet de livre ou de notebook comme ça. J'avais surtout besoin de communiquer, je suis un peu allé à la recherche, un peu à l'aide, peut-être l'aide c'est un peu un grand mot, mais j'avais besoin de discuter avec mes pairs de comment ça fonctionnait pour eux par rapport à leur propre ego. Tous des gens qui avaient déjà réussi beaucoup de choses, qui travaillaient dans des grands clubs, qui avaient publié beaucoup, parce que voilà, pour ceux qui me connaissent un petit peu, j'ai toujours un peu cette bivalence d'essayer d'être travailler dans le niveau du sport, mais à côté sur l'aspect académie, d'être dans la recherche, tout ça. Donc j'ai toujours été un peu dans ces deux mondes-là, et dans ces deux mondes-là, eh ben les gens veulent être les meilleurs, les gens aiment pas perdre, les gens veulent publier plus, et il y a souvent des excès. Et donc c'est plutôt d'avoir été exposé. Et là, petite disclaimer pour commencer, dire que c'est pas parce que j'ai travaillé pendant 6 ans à Paris que tout ça vient que de mon expérience à Paris, évidemment. J'ai travaillé avant dans d'autres structures, j'ai travaillé en parallèle avec d'autres structures, et puis je parle de l'aspect académique. Partout on retrouve, on va dire, si on peut le résumer un peu, ces problèmes d'ego, si tu veux. Mais attention, c'est pas que l'environnement, c'est souvent le tien qui te pose problème aussi, tu vois. Et pour en revenir à la genèse du livre, c'est ce que j'ai eu besoin. J'ai eu besoin d'aller demander à mes pairs comment ils géraient tout ça, comment ils se géraient eux-mêmes, et quand ils étaient avec des gens qui avaient des comportements un peu particuliers, comment ils faisaient aussi, quoi. Donc au départ, ça a été des coups de téléphone, ça a été des prises de notes, et puis j'ai eu tellement de retours. Enfin, c'était chaque fois que je terminais une discussion avec un de mes collègues, je disais purée, ils sont bien meilleurs que moi, ils ont déjà réfléchi à tout ça, ils ont déjà des solutions, ils ont déjà des stratégies, quelle sagesse que j'ai pas. Et je me disais c'est bon, là je me suis rendu compte que j'avais encore à mûrir, si tu veux. Mais je me suis vite rendu compte que je devais sûrement pas être le seul à être dans cette quête de stratégie, de ce que tu veux. Et donc là je me suis dit faut que je prenne des notes. Donc là c'est devenu un format d'interview beaucoup plus standardisé. Et puis voilà, je suis parti en mission, quoi. Et le Covid a aidé aussi, parce que j'ai eu un peu plus de temps pour moi aussi. J'ai fini donc à peu près 110 interviews, à peu près juste avant le début du Covid. Et après, pendant le Covid, je me suis mis à écrire. Et pour terminer l'histoire, vu comme je disais, je suis pas du tout, c'est pas mon expertise. J'ai écrit des articles scientifiques, mais pas un livre. En plus, c'était pas vraiment un livre, c'était un recueil. Enfin bref, donc j'ai trouvé un Américain qui évidemment le livre on l'a fait en anglais, et donc ce gars-là il m'a fait ce rôle d'éditeur, d'écriture, qui s'appelle Georges Perry,
C'est une rencontre un peu aléatoire et ce gars était excellent et il m'a aidé au départ sur l'écriture, mais au final, il y a beaucoup de ces idées aussi qui sont rentrées dans le livre. Et aujourd'hui, j'étais parti chercher un éditeur. En fait, j'ai trouvé un co-auteur, si tu veux. Et voilà, on en est aujourd'hui, quoi. Donc, c'est un an et demi de travail qui sort là dans les prochaines semaines, quoi. Donc, fin de l'été, on devrait être bon. Voilà. Top. Et est-ce que tu peux nous donner justement maintenant quelle est ta définition de l'ego? Bien sûr, alors dans le bouquin, on commence par ça aussi, et donc tu as des définitions très dictionnaires, Larousse et tout ça. Moi, celle que j'ai retenue, c'est celle que nous a donnée Pippa Grange. Elle a bossé en Australie, elle a été connue surtout parce qu'elle a bossé avec la fédération anglaise et elle a bossé avec l'équipe de foot anglaise, l'équipe nationale. Et elle, sa définition, elle est super simple. Elle dit que c'est ton identity. Mais ça marche bien, c'est comme les iPhones et les iPads, c'est le I, mais le I de moi, de je, quoi. Voilà, donc c'est ton identité, c'est toi. À la base, c'est un concept qui est neutre, c'est-à-dire que on a cet excès de langage à toujours dire oh lui il a un ego de ouf, il a un ego surdimensionné. Mais en fait ça veut rien dire. C'est déjà une erreur de langage. C'est-à-dire que l'ego à la base c'est nous. C'est alors même si tu reprends on est passé les définitions de Freud et tout ça machin, ça reste c'est toi-même. Après toi-même comment est-ce que tu vis, comment tu t'analyses, tu t'auto-estimes, tu te comportes avec les autres. Ok, ça on peut le commenter. Mais de dire que une personne a un ego qui soit grand ou petit, quelque part, c'est faux. C'est la manière dont cet ego s'exprime qui ensuite peut être commenté et analysé. Voilà. Je sais pas si ça c'est clair, mais voilà. Identity, ça c'est bien. Faut partir de là. C'est un concept neutre à la base qui nous définit nous-mêmes. Et du coup, à partir de ce concept neutre, comment tu équilibres, on va dire, la confiance en soi ou la confiance en toi que tu as par rapport à ce concept neutre? Est-ce que tu vois, est-ce que c'est forcément négatif d'avoir trop de confiance en soi ou comment on va dire, comment tu t'estimes, comment tu te juges? Alors, voilà, faut partir de ce concept neutre et après, c'est tout le thème dont plusieurs de mes pairs m'ont parlé et on a retenu le concept du volume, du ego volume. Dans l'idée que la manière dont tu vas l'exprimer, si tu exprimes ton ego, c'est que tu as tendance à le faire ressortir et à te mettre en priorité en termes de tes ambitions vis-à-vis des autres et tout ça. Donc le volume, tu vas le tourner plus ou moins, tu vas l'augmenter dans des situations où il faut t'affirmer et tu te retrouves en face de grands joueurs ou en face d'une salle de conférence à 300 personnes. Là, tu as intérêt à le tourner, le volume, le tourner, le up. Parce qu'il faut que la confiance en toi, tu l'aies, puis c'est ce qui va t'aider à te confronter à ces difficultés. Par contre, quand tu as cette maturité et avoir compris ce principe-là, il y a des fois où le volume, tu vas le tourner, mais dans l'autre sens, et tu vas le minimiser. C'est une situation qui va te permettre d'être à l'écoute, de considérer les autres, d'avoir de l'humilité, d'avoir de l'empathie, des choses comme ça. Et donc, tout ce concept d'égo, volume et d'être capacité on parle de gestion d'égo, c'est encore un autre chose, ça, mais déjà de gérer le tien, et de savoir quand est-ce qu'il faut pousser et quand c'est qu'il faut freiner, eh ben, t'es déjà très bien parti. Parce que ça va devenir un outil plus que quelque chose que tu vas subir. Et tu peux très bien subir d'avoir un ego avec un volume trop haut ou un volume trop bas. Et il y a des gens qui ont, en gros, il y a pas le bouton. Il y a le niveau sonore, il est fixe. Et du coup, tu navigues un peu à vue et t'as pas cette capacité d'adaptation, quoi. Donc c'est même un des apprentissages pour moi, ou enfin une des conclusions très globales du livre, c'est jouer avec le volume et être capable d'accorder toi-même le volume en fonction de ton contexte et ton environnement. Carrément. Et s'il me vient la question justement entre l'ego et l'insatisfaction. Tu sais, parce que l'ego, on va dire quand tu pousses le volume, ça te pousse à travailler plus de temps, à vouloir être le meilleur et sans relâche, tu vois. Et est-ce que au final, si t'as tout le temps le volume à fond, est-ce que t'es pas malheureux, tu vois, parce que tu passes à côté d'autres choses et parce que tu restes bloqué sur toujours plus, jamais satisfait, etc. quoi. Exactement, exactement. Et c'est pour ça que ton plus grand allié ou ami dans ce qui est ton développement personnel et la réussite dans la vie, c'est évidemment ton ego, parce que c'est ta volonté de vouloir être le meilleur et, comme tu dis, de progresser, tout ça, c'est évident. Si t'as pas d'ego, si t'as pas ta capacité à pousser ton ego, t'y arriveras jamais. Mais après, à nouveau, c'est à ce degré de maturité, et c'est là que tu as des concepts un peu plus, là, on rentre un peu dans la philo, mais tu sais, on te parle de ton ego et de ton âme, tu vois, où quelque part, c'est un peu,
voilà, l'ego c'est le costume de Superman et t'envoie en permanence. Et comme tu dis, si c'est que ça qui te fait avancer, tu vas forcément être malheureux parce que t'arriveras jamais à tout le temps gagner et t'arriveras jamais à tout apprendre, à tout connaître. Tiens, dédicace à mon bon ami Karim Ader, lui te disait ça, il te racontait ça de quand il était plus jeune, mais que t'es à l'université ou t'es au collège au lycée, t'essayes toujours d'aller draguer une fille de plus le week-end, mais tu t'aperçois vite que t'arriveras jamais à toutes les attraper, tu vois, c'est un peu ça. Et donc à un moment donné, t'es dans la roue du hamster. Et donc il faut être capable d'avoir excuse-moi pour l'anglophonisme. Maintenant que je passe après Mathieu Lacombe en termes d'anglophoniste, je suis tranquille. Parce qu'il t'a parlé avec les termes et tout ça, je vais te dire. En anglais, tu dis le reality check, tu vois. Je le fais avec un accent français quand même, mais C'est bien. la réalité, elle est où? C'est-à-dire que t'en veux toujours plus, c'est sûr, mais il faut être capable. Et là, peut-être d'exprimer plus ton âme, c'est l'aspect plus émotionnel, plus c'est ta source de vie, d'énergie, de sentiments, ce que tu veux. Et ça, elle doit être capable quelque part de faire ce garde-fou. Donc tu peux très bien te dire, ok, je veux vraiment pousser mon ego au taquet parce que je veux me développer, je veux grandir, tout ça. Mais être capable de dire, bon, à un moment donné, c'est bon, ça suffit. Tu vois quoi? Et où sont les priorités? Et ça, en fait, ça vient avec l'âge aussi, parce que le discours que j'ai là, je l'avais pas il y a 10 ou, il y a 20 ans, c'était impossible. Parce que tu n'y vois que progresser, être le meilleur, tu ne vois que ça, quoi. Donc, la réussite sans sans pousser ton ego, c'est impossible. Mais à un moment donné, être heureux, c'est autre chose. Et t'as entièrement raison de poser la question comme ça, c'est que ça doit se dissocier. C'est que ton ego, il est nécessaire et indispensable à ta réussite. Par contre, être heureux, c'est très souvent être capable de diminuer le volume aussi pour toi. Tu sais ce qui est bon pour ton ego, mais pas forcément pour toi, tu vois. Voilà. Ouais. Et prendre du recul là-dessus, entre l'ego et ce qu'il y a à côté, quoi. Et c'est ça. Et ça, donc peut-être, excuse-moi si on y vient peut-être plus tard dans tes questions, mais il y a le livre, il est fait on passe sur des concepts, comme tu dis, par rapport à que c'est un besoin pour réussir, des choses comme ça. On passe par aussi qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'il y a à pas faire, un peu comme en donnant des conseils, des choses comme ça. Et après, il y a toute une partie qui reflète un peu plus ma vie un peu personnelle sur ce qu'on vient de discuter par rapport à la fin. Faut être heureux quand même, tu vois. Et pareil en anglais, il y a un chapitre qui s'appelle From Ego to YOLO. Et YOLO, c'est you only live once. C'est de se dire, ok, à un moment donné, voilà. Puis quand t'as des événements un peu difficiles dans ta vie aussi, tu commences à relativiser les choses et qu'est-ce qui est vraiment important. Et donc le YOLO, c'est ça, c'est de te dire, ok. Donc il y a l'ego, on parle aussi beaucoup du logo dans l'idée tu veux bosser dans un grand club, tu veux gagner, donc tu as le super logo sur ton t-shirt qui est toujours la course poursuite d'être ton ego en avant. Mais où est-ce que tu te retrouves toi-même, ton ego toi-même, ta personnalité, que tu te perds souvent à courir après le logo. Tu vois, à courir après le logo, tu perds ton ego aussi. Parce que d'une part, tu veux avoir le logo, mais du coup, la plupart du temps, toi, tu finis par compromettre tes idées, perdre tes valeurs, juste dans cette idée de garder le logo qui, lui, flatte ton ego en permanence. Tu vois? Donc, il y a cette balance du logo, de l'ego et du YOLO et de vouloir revenir à des valeurs de vie et plus simples, quoi. Donc, voilà, quand je dis que c'est un livre, c'est de la philo, on est tombé là-dedans. Mais ce qui fait l'originalité de ça, c'est que c'est un livre en fait qui a été écrit par un scientifique et un journaliste sportif sur un thème philo. Et le truc, c'est que le contenu, il y a 3-4 spécialistes de la psychologie qui nous ont aidés, mais sinon c'est le prépa de Barcelone, le kiné de Liverpool, et enfin c'est incroyable, tu vois comment dans nos métiers, tu te rends compte que les gens ont quand même une sacrée réflexion par rapport à ça, tu vois quoi. Et voilà, par rapport à l'aspect, voilà, faut être heureux, c'est que ça passe par là, et ton ego n'est pas forcément ton meilleur ami de ce point de vue-là. C'est énorme. Et je rebondis sur justement, on va dire, en quoi l'ego nous aide à avoir une bonne estime de soi, une bonne confiance en soi. On revient là-dessus. Et comment on trouve l'équilibre entre, on va dire, l'auto-estime de toi qu'on arrive à se donner tout seul, peut-être grâce à l'ego et le volume qu'on monte et voir que ça accroche et que ça réussit, par rapport à l'estime
que les gens, par exemple, avec qui on travaille ou tout ça nous donnent. Tu vois, quel équilibre on trouve entre ce qu'on se donne soi-même et ce que les gens nous renvoient. Ah ouais, c'est vraiment fort ce que tu as fait. Ou alors l'inverse, ça peut être ah, c'est bidon, tu vois. Si on nous dit tout le temps que tu es bidon, au final, ou que tu es pas bon et que tu es mauvais, est-ce que c'est le moment justement d'augmenter son volume égo, de dire non, non, j'entends pas et ça m'atteint pas et tout ça ou, tu vois, comment tu gères ce que toi tu crées et les critiques ou on va dire ce que les autres te renvoient, que ce soit positif ou négatif? Ouais, alors là, comment je le vois maintenant, après ces lectures et ces discussions, c'est que Mmh. quand je reviens à l'idée de l'ego, c'est ton reality check. Donc, tu Mmh. vois, qui te met en phase de la réalité. C'est-à-dire que plus tu vas être capable d'analyser ta propre valeur, plus tu vas pouvoir être serein dans tes rapports avec les autres. C'est-à-dire que si tu penses être meilleur que t'es, et que tu l'es en réalité, forcément, tu vas t'ouvrir encore plus à des critiques et tu vois. Mais si tu es confiant de ce que tu vaux vraiment, et c'est sûr un des challenges qu'on a tous dans nos métiers, tout ça, c'est d'arriver à te dire, je m'en tape complètement de ce que pensent les autres. Ça, c'est sûr. Pour que tu t'auto-suffises à toi-même dans ton positionnement et ta valeur en termes de compétences, de ta valeur la valeur de tes valeurs à toi-même, c'est que tu sois toi-même conscient de qui tu es et de ce que tu vaux. Et donc, à ce compte-là, eh ben évidemment, ton ego va être ton meilleur ami parce que le jour où il y a personne autour, au moins, ou tu vois, je sais pas, c'est même, on sort du milieu du sport, mais du milieu du sport, tu te fais virer. Niveau sentimental, bah voilà, ta compagne, ton compagnon te laisse. Si t'es suffisamment fort par rapport à ce que tu vaux, eh ben la déception, tu vas forcément la vivre un petit peu mieux. Ou tu vois, donc il est hyper important de croire en soi, mais Mmh. de connaître quelle est vraiment ta vraie valeur pour que ne pas être en dissonance par rapport à ton environnement. Et c'est ça, par exemple, tu vois, quand tu as des enfants en bas âge, tu vois comment limite leur seule raison d'être, c'est l'approbation de leurs parents et ils vivent par le regard des autres, tu vois. Bah aujourd'hui, nous, quand tu es adulte, tu vis pas forcément ou plus par l'approbation de tes parents, mais le nombre de likes quand tu mets un post de ton selfie sur Insta, tu vois. Mais c'est la même logique. C'est de chercher. Alors ça, c'est Ryan Holiday. Il faudra que je te parle du bouquin de Ryan Holiday, Ego is the Enemy, parce que euh, indirectement, c'est un livre qui m'a poussé à écrire ce livre, mais j'en suis revenu à un peu le descendre par après ce livre. Mais pour en terminer sur l'histoire des réseaux sociaux ou d'être Ouais. tout le temps centré sur l'extérieur, c'est Ryan Holiday, il parle de la carte intérieure et la carte extérieure. C'est que Mmh. plus la carte intérieure elle est forte, plus tu peux oublier quasiment la carte extérieure. Et la carte extérieure, c'est justement l'approbation et le regard des autres. Et je dirais, c'est le début de la fin si c'est ta carte extérieure qui te fait avancer et qui te permet de t'auto-estimer. Si tu t'auto-estimes en fonction Mmh. de la carte extérieure, bah t'es mort. Tu prends l'exemple d'Instagram. Le jour où il y a un bug et qu'Instagram fonctionne plus, comment tu vis pendant 2-3 jours? T'as plus personne qui t'envoie des likes, plus personne ne t'aime, t'es mort. Tu vois? Le jour où il change l'algorithme. Mais exactement. Donc ça, il faut se le chasser immédiatement et t'en reviens à te centrer sur toi-même. Après, plus facile à dire qu'à faire. Il y a des événements dans la vie, qui soient une fois de plus professionnels ou personnels, qui vont te faire douter de ta valeur. Et c'est là qu'il faut être fort et il faut arriver à y ramener de l'objectivité. Et c'est là que je reviens avec mon background, ma connotation scientifique, c'est d'arriver à évaluer ce que tu vaux vraiment. Et là, du coup, tu gardes le cap, c'est évident, tu vois. Et justement, alors tu as abordé un peu les réseaux sociaux. Hem, vous en parlez aussi dans le livre. Est-ce que c'est les followers, le nombre de followers qui fait la crédibilité de quelqu'un au final? Et vous avez posé cette question aux plus de 110 collaborateurs et qu'est-ce qu'il en ressort? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Ouais. Bah, c'est évident, c'est qu'il y a un biais énorme. Il y a un biais énorme par rapport à ça. Et tout le monde l'a fait. Tu sais, tu rencontres quelqu'un ou des fois même maintenant aujourd'hui, tu as un rendez-vous avec quelqu'un, il y a un nouveau staff qui arrive, un nouveau joueur ou j'en sais rien. Tu fais un petit Google vite fait, tu dis oh, putain le gars il a déjà 30 000 followers, c'est un tonton quoi. Tu vois, on peut pas s'en empêcher. Et je suis le premier à le regarder aussi. Mais bon après, ce qu'il faut toujours garder en tête aussi, c'est que à part on va dire des sportifs de très haut niveau ou les politiques qui ont des content managers et qui ont des mecs qui leur font leur Instagram et tout parce que c'est devenu des images publiques. Là, sinon nous à notre niveau, on se fait nous-mêmes nos contenus. Tu choisis Mmh. toi-même la photo que tu partages. Donc forcément, c'est quoi ton biaisé parce que tu partages que des photos où c'est ton bon profil, t'as l'air Ouais. costaud, tu fais du truc, on te voit.
Donc évidemment, tu sais qu'à la base, tout ce qui est sur les réseaux sociaux, c'est biaisé. Donc ça, c'est l'utilisation des réseaux sociaux que j'aime pas vraiment, pas du tout, si tu veux. Je trouve enfin, j'aime pas. Chacun fait ce qu'il veut, mais je trouve qu'il sert pas à grand chose et voilà, on joue la carte extérieure, la carte externe, et ça sert pas à grand chose. Là où j'aime les réseaux sociaux, c'est le partage. Et tu vois, donc il y a tout on en parle aussi par rapport à ça, c'est que moi, par exemple, j'ai encore fait il y a 2 jours, nouveau papier accepté. Ouais, trop bien, je fais même une infographie, je le fais bien, je la pousse parce que j'ai envie que les gens voient ce qu'on a fait. Donc il y a un côté un peu, je vais me faire un peu flatter mon ego parce que j'espère que le papier va être retweeté. Mais t'inquiète, il va y avoir le lien pour accéder au texte complet et pour partager l'information. C'est-à-dire que évidemment, ça va m'aider pour mon profil et il y a des gens qui vont dire, ah, Martin, il bosse bien. Évidemment, ça va me faire plaisir. Mais il y a du contenu. À l'inverse, ce qui me rend dingue, c'est le truc classique. Pour revenir au papier publié, c'est le gars qui te fait un screenshot du mail qu'il a reçu. On lui a dit, bravo les gars, vous avez un papier qui est accepté. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Oh, je suis trop content d'avoir publié mon papier. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? Qu'est-ce qu'on s'en fiche sur le papier? Mets-nous un lien, tu vois, quoi. Et ça, en plus, j'ai des collègues, c'est même certains, c'est des amis qui ont ces pratiques-là. Aujourd'hui, j'ai publié mon 200e papier. Bah, bravo, super. Tu veux une médaille ou quoi, tu vois? Ça, c'est incroyable. Donc ça, c'est le côté, enfin, je sais pas, tiens, digression par rapport à avoir ce besoin de montrer, si tu veux, tu vois, pour rester dans le milieu recherche et tout. Quand j'ai rencontré Deep Rampero, par exemple, donc Deep Rampero, la plupart des gens qui écoutent ce podcast, ils doivent savoir qui c'est, mais c'est quand même, c'est presque Dieu de la physiologie de l'effort, tu vois, quoi. C'est en 2010, quand je bossais un peu à la fédé de foot. Il y avait JB Morin aussi avec nous. Plus JB, il a des super connexions avec lui, donc c'est sûrement par JB qu'on a réussi à le faire venir, j'imagine. Et il y a Laurent Bosquet aussi, tu vois, donc on l'invite à passer une après-midi avec nous. À ce moment-là, il bossait sur tout le nouveau concept de travail métabolique, puissance métabolique, tout ça. Et donc moi, je rencontre Dieu à table, et tout de suite, je dis, waouh, il parle super bien français, le gars, et je lui dis, c'est quand même incroyable, t'as un H index, c'est des trucs débiles que les universitaires ils font pour connaître leurs valeurs. Je dis, ouais, t'as un H index à 45, c'est monstrueux. Ton papier, celui-là, il a été cité 800 fois. Enfin, tu sais, je suis fan. Et lui me dit, mais je sais même il sait même pas de quoi je lui parle, quoi. Il me dit, bon, alors, tu me passes l'eau, s'il te plaît, là. Et là, tu dis, purée, et en fait, tu dis, mais oui. Mais évidemment. Il a pas besoin de son H index, il a pas besoin de tweeter, parce que les mecs, en fait, tout le monde a lu son papier. Co-énergétique 1986, c'est le papier que, sûrement moi, j'ai cité le plus souvent. On a tous construit notre recherche sur ce papier-là, donc c'est sûr qu'il a plus rien à montrer, tu vois, quoi. Et ça, tu vas le retrouver à tous les niveaux, avec la sagesse des anciens, si tu veux, qui n'ont plus rien à prouver, et donc eux, ils vont pas aller se faire des selfies tous les 3 jours sur Insta. Ils ont pas besoin de ça. Tu vois, il y a pas que l'aspect générationnel, et qu'à cette époque-là, ils avaient pas Instagram, mais c'est que ils ont pas besoin de ça parce qu'ils ont leur reality check, il est très clair. Ils savent au fond d'eux qu'ils ont révolutionné la physiologie. Donc ils ont pas besoin de te le dire. Tu vois, quoi. La carte externe, elle existe même pas, quoi. Ouais, y a pas besoin. Et ça, il y a tellement à apprendre de cette. C'est même plus loin que de l'humilité. C'est presque du bon sens. Quand t'es quelqu'un standard de Deep Rampero, t'en as d'autres. Et là où ça devient un gros problème, c'est quand t'as des gens qui ont pas du tout ce niveau-là, mais qui prétendent l'avoir. Et là, donc, on en revient à cette dissociation entre là où le gars pense être et comment il agit versus ce qu'il a vraiment fait. Tu vois? Et là, pareil, t'en as plein des exemples où t'arrives sur des conférences, il a été invité, donc écoute, c'est chouette. Donc on vient l'écouter. Il doit traiter d'un sujet, je sais pas, il doit traiter, j'en sais rien, de les tests dans le football, tests aérobies dans le football. Donc il y a 200 tests qui ont été faits depuis 150 ans. Et le gars, il te parle que de son test, et sur les 55 références de la présentation, il y en a 49, il est premier auteur, et la 50e, il est dernier auteur. Et là, tu dis, mais les gars, tu vois, et ça, c'est que le mec, il a pas du tout ajusté son truc. Il est toujours dans le mode, il faut que je prouve. Alors que s'il a les 50 publis, il n'a plus besoin. Tu vois, enfin, on a tellement des histoires. Et là, je te fais un exemple de conférence. Et après, c'est pareil par rapport à, ça peut être des joueurs, ça peut être des staffs, où les gens ont en permanence besoin de prouver, alors qu'ils n'ont pas besoin. Je veux dire, si t'es dans ton job, t'as été recruté. A priori, tu dois faire les choses correctement. Bon, fais ton job.
pourquoi t'as besoin de continuer à prouver, de montrer? Et tu vois, ça c'est toute une autre partie aussi dont on discute beaucoup sur les gens qui se trompent. C'est-à-dire que les gens qui ont toujours le volume à fond, quand il n'y a pas besoin de l'avoir à fond. Comme je t'ai dit, il y a des fois, il faut l'avoir à fond. Il y a des fois, il faut être capable de dire, oh putain, là, je le monte le volume parce qu'il va falloir que je me confronte à cette situation et il faut que je montre que je suis là. Mais, je sais pas, t'es préparateur physique, il y a un échauffement à faire et après t'as juste à regarder le reste de l'entraînement. C'est bon, l'échauffement est fini, bah reste tranquille et profite de l'entraînement. T'as pas besoin de venir et de critiquer quelqu'un d'autre ou tu vois, je veux dire par exemple, c'est un exemple. Eh ben non, ces gens-là restent avec le volume tourné vers le haut parce qu'ils se rendent pas compte, parce qu'ils restent dans cette idée de. Alors là, on en vient, tu sais, alors pareil, en anglais, c'est un zero sum game. C'est-à-dire que c'est un jeu sur lequel, si toi tu gagnes, ça doit forcément être au dépens d'un autre. C'est-à-dire, par exemple, t'as 10 billes sur la table, si t'en veux 6, eh ben, il y en a un qui va en a que 4. Tu vois? C'est un peu sur cet aspect survie. Ou, dans l'aspect survie, t'as un bouquin aussi qui est intéressant. Un mec qui s'appelle Taylor, qui s'appelle The Fall, qui te raconte un peu la genèse de l'ego et de ses comportements égoïstes. Il te raconte aussi que dans les années, je sais pas, c'est l'âge de Pierre, 4000 ans avant Jésus-Christ, donc, enfin, après l'âge de Pierre, mais, où, les gens vivaient d'amour et d'eau fraîche, il y avait pas beaucoup de monde sur Terre, ils avaient qu'à se lever de leur grotte, ou de leur tente, il y avait des fruits qui poussaient partout. Donc forcément, tout le monde s'aimait bien et tout le monde allait bien. Et puis un jour, il y a eu une grosse sécheresse. Et puis du jour au lendemain, il y avait plus de fruits qui tombaient des arbres, il fallait aller chasser. Et ben là, les gens, ils ont commencé à être beaucoup moins peace and love et ils ont commencé à rentrer dans ce truc. Bah, s'il y a 3 gazelles, et ben c'est moi qui vais les manger. Et si mon voisin il mange pas, j'en ai rien à fiche parce que moi je veux survivre. Tu vois quoi, dans cette idée du zéro somme, c'est soit lui, soit moi. Et donc dans les environnements qui sont quand même très où t'as le gros logo, tu vois, ça tout le monde m'en a parlé sur les 110 personnes. Plus le logo était gros, plus ces histoires revenaient. Cette idée de il faut survivre. Alors, il faut survivre pour manger, à la limite, et t'as 3 enfants, et ben si une fois tu marches sur les pieds du voisin parce que tu veux donner à manger à tes enfants, bah c'est peut-être important, il faut survivre. Mais quand t'es dans un club de rugby ou à la fédé de tennis, bah, c'est pas parce que toi t'es content et sur le devant de la scène que tes collègues, eux, ne doivent pas y être. Parce qu'a priori, sur la scène, il y a sûrement la place pour s'asseoir à 2. Tu vois, et ça que les gens comprennent pas, c'est que ok, il faut survivre, il faut montrer qu'on est là pour survivre dans des environnements tels parce que la concurrence est rude, mais t'es pas obligé de faire ça aux dépens des autres, tu vois. Et le gros problème, il est là. Le gros problème, là où ça devient toxique, et aussi pourquoi j'en suis venu à réfléchir sur ces questions et ce bouquin aussi, c'est de se dire, l'ego est nécessaire, mais t'as pas pour autant besoin de faire ça au détriment des autres. Où est ton intégrité là-dedans? Tu vois quoi? C'est là que, une fois de plus, c'est les gens qui ont pas cette maturité-là de se dire, non, mais moi, je pousse mon ego parce que je veux être là. T'as raison de le faire. Et il faut le faire. Mais pas au détriment des autres. Qu'est-ce que ça change pour toi que l'autre ait la tête dans le sable ou qu'il soit à côté de toi sur la chaise? Ça change rien du tout. Donc, occupe de toi et continue à pousser. Tant mieux si tu continues à progresser. Tout le monde va progresser avec ça, tu vois. Et ça, les gens ont du mal à basculer et à se rendre compte que l'un n'empêche pas l'autre, en fait. Et là, t'en arrives à ces comportements déviants. Et là, on a notre chapitre 3. Il est juste amusant parce que là, volontairement, on a enlevé toutes il est complètement anonyme ce chapitre. Et là, on raconte on appelle ça les ego fuck-ups où là, les gens sont amusés à raconter des trucs qu'ils ont vus de gens qui sont complètement qui ont les œillères et qui se rendent pas compte que c'est pas parce qu'ils poussent pour le leur qu'ils doivent pas pousser, enfin ils doivent aller contre les autres, tu vois. Et après on arrive à les erreurs, les erreurs d'excès de confiance de soi et tout. Et là ça c'est la partie un peu amusante du livre aussi sur ces excès, ce manque de hauteur. C'est un peu un mode de pensée qui est un peu petit dans sa tête, tu vois. C'est clair. Et justement, alors je tease un peu pour l'autre hors-série qui sortira, que j'ai enregistré avec JB Morin, qui sort dans quelques semaines, où on aborde justement tout l'aspect réseaux sociaux et quelle utilisation en faire et comment l'utiliser au mieux pour apprendre un maximum de choses sans gaspiller du temps, entre guillemets. Okay. Bah oui, voilà, on est complètement aligné avec JB et il fait les choses très bien. C'est clair. Et justement, alors j'en viens un peu sur la vision qu'on a en France de l'ego par rapport aux pays ou étrangers, où justement, quand ils peuvent dire il a un super ego ou il a beaucoup d'ego, c'est toujours quelque chose qui est valorisé, alors qu'en France, quand on dit il a trop d'ego, alors qu'au final, on vient de voir que ça veut pas dire grand-chose, mais quand on le dit en France, c'est toujours quelque chose de négatif. Tu vois, est-ce que ça, tu le vas retrouver dans les interviews et les gens que
que tu as questionné là-dessus ou pas? Ouais, non, mais c'est clair. Et justement, c'est aussi pour ça que je suis content d'avoir trouvé, hein, je peux dire trouvé, c'est le mot, George Perry, qui a été donc co-auteur. C'est que George étant américain, il était d'emblée pro-ego. C'est-à-dire que lui, il voyait que le côté, bah, il faut de l'ego pour avancer. Si t'as pas d'ego, t'avances pas. Et j'ai dit non, mais tu rigoles ou quoi? Tu te rends pas compte de tout ce que j'ai déjà entendu dans ma vie? C'est pas possible. Ça peut pas être que positif, tu vois. Et du coup, le bouquin a été beaucoup plus balancé. C'est-à-dire que j'en revenais à Ego is the Enemy de Ryan Holiday. C'est que lui, il l'a écrit que sur ma vision un peu extrême initiale en disant l'ego ça va te perdre à un moment donné. Voilà, c'est le titre. Ego is the enemy, tu vois, c'est Ryan Holiday. Il le présente que comme ça et même il définit l'ego comme quelque chose de négatif. Donc là t'es mal barré, tu vois. Du coup, moi j'étais un peu quand même là-dedans parce que c'était les solutions, les stratégies que j'ai cherchées, c'était en relation à des problèmes du mien ou des autres si tu veux, comme je le disais tout à l'heure. Et donc Georges est arrivé en disant non mais attends, en Amérique on a besoin de l'ego, on prône l'ego, on pousse, on récompense les égos, tu vois. C'est intéressant les différences culturelles par rapport à ça et les approches. Et comme toujours, il y a énormément à apprendre des autres cultures, des autres pays. Du coup, moi, je suis passé par une phase où, bon, c'est des questions qu'il y a 10-15 ans, je me posais même pas, parce que le plus important, c'était la séance de muscu ou les statistiques, tu vois, je veux dire. Donc, j'y pensais. Puis, il y a 15 ans, quand j'ai commencé à me retrouver dans ces situations un peu particulières, bref, donc je suis passé par une phase où je savais même pas de quoi, enfin j'y pensais même pas, à une phase à me rendre compte des éventuels problèmes que ça pouvait poser, et c'est monté que linéairement avec le temps et les expériences que c'était de plus en plus un problème à tous les niveaux. Donc j'ai vu que l'aspect problème. Donc j'en suis passé à une phase où j'en étais après avoir lu 5 fois The Ego is the Enemy, à me dire non, il faut que je tue mon ego, c'est fini, parce que c'est tellement une source de problème autour de moi que ça doit aussi être une source de problème pour moi. Donc tu vois, j'en suis été à le tuer entre guillemets. Et au travers de les interviews, l'écriture de livres et le travail de Georges aussi, eh ben je l'ai récupéré. Donc là c'est hyper perso ce que je te raconte évidemment, mais je suis passé donc par une phase de non à oui bien sûr, mais maintenant avec cette maturité, du volume et de la compréhension et de tout ça quoi. Et c'est voilà, peut-être il y a des gens qui écoutent ça, genre ma femme, je lui raconte tout ça, elle me dit bah t'avais besoin de passer 1 an et demi pour ça. Elle avait déjà tout compris. Donc il y a des gens qui sont beaucoup plus intelligents et surtout beaucoup plus matures que je l'ai été ou qui ont des sensibilités différentes. Donc peut-être des gens ils ont déjà arrêté d'écouter le podcast s'ils disent mais qu'est-ce qu'il me raconte, on le savait déjà. Alors au moins pour les gens qui étaient que concentrés sur les séances de muscu et les statistiques, j'espère qu'au moins ces 3/4 d'heure de podcast les auront aidés et puis s'ils ont le courage de lire le livre. Et est-ce que personnellement, est-ce que maintenant t'en es conscient quand tu vois justement t'as une situation où tu dois augmenter le volume, est-ce que dans ta tête ça s'affiche comme gaffe là on marche sur tes plates-bandes et là c'est le moment de entre guillemets d'agresser ou d'attaquer, enfin tu te sens attaqué donc là il faut que tu répondes, il faut que tu montres que tu es présent, et est-ce que dans l'inverse des fois tu te dis non là t'as pas besoin d'agresser, reste tranquille et efface-toi et c'est pas à toi d'y aller quoi, tu vois, est-ce que consciemment tu le gères? Ouais. Ah bah oui, bah tu sais j'ai passé 1 heure tous les matins pendant 1 an et demi sur ce bouquin. Donc oui, heureusement que j'ai gagné cette flexibilité. Tu sais, tu parles de contrôle émotionnel, les nutritionnistes, ils parlent de flexibilité métabolique où tu es capable de shifter entre des acides gras ou des protéines ou des lipides ou des sucres. Bah moi c'est là j'en reviens là, mon ego est devenu beaucoup plus flexible. Heureusement, je dirais. J'ai pas fait tout ça pour rien au moins quoi, tu vois. Ouais. Ah c'est ouf. Et vous parlez aussi de l'effet Dunning-Kruger dans le livre, et pareil toi personnellement avec l'expérience que tu as maintenant, plus le livre, etc. Ou est-ce que tu sais où tu te situes, et est-ce que tu peux nous dire à peu près où tu te situes? Ouais, ça c'est un truc, c'est fantastique. En fait, pareil, ça fait longtemps que tout le monde en parle, mais c'est extraordinaire de voir comment c'est vrai en fait. C'est-à-dire que l'idée du Dunning-Kruger, hein, ceux qui écoutent ou ceux qui connaissent pas, c'est un U, c'est-à-dire que tu sors de la fac, comme tu as eu tes diplômes, tu penses que tu sais tout et tu peux très vite être un peu con et arrogant parce que tu penses tout savoir. Et après, quand tu es confronté à la réalité, toi, tu dis ah ouais, en fait, c'est pas si simple que je pensais. Et du coup, plus tu rentres, plus tu te rends compte de la réalité des choses, tu te rends compte que tu en sais de moins en moins et qu'au final, tout ce que tu savais, bah, tu peux pas l'appliquer, c'est le bazar. Donc tu redescends et tu arrives très très vite au fond du trou. Et après, donc moi, je suis toujours près du trou, c'est sûr. Mais après, ça remonte un peu avec l'âge et la sagesse, ça remonte. Le niveau de certitude remonte. Et c'est là que je trouve que le truc il est amusant, c'est que le niveau de certitude, il remonte, mais pas dans ta certitude par rapport à tes connaissances ou de ce qu'il y a à faire,
mais dans une certitude que tu ne sais rien, en fait. Et alors, en fait, en même temps que je te parle, là, ça me rappelle une chanson que mon grand-père écoutait souvent et qui me faisait écouter aussi. C'est Jean Gabin. Jean Gabin la chanson, c'est Je sais. Et en fait, cette chanson, bah voilà, c'est le Dunning-Kruger. C'est-à-dire que dans cette Ouais. chanson, il te raconte qu'à 20 ans, il savait tout et qu'il avait des certitudes sur beaucoup de choses. Et que justement, avec l'âge, il s'est bien rendu compte que s'il y a une chose qu'il savait, c'est qu'il ne savait rien, tu vois. C'est extraordinaire comment, une fois de plus, tu te rends compte que, bah, on n'a pas fini d'inventer des choses, ou plutôt, on devrait finir de les inventer, et que la plupart de ces concepts, ces idées, eh ben, ça fait bien longtemps que les gens les ont et que les gens les partagent, quoi. Donc, une fois de plus, tu vois, une belle leçon d'humilité, et bah, en passant, voilà, c'est une dédicace à mon grand-père aussi. On en vient un peu à, pareil, c'est évoqué aussi dans le livre, la relation entre, on va dire, le staff médical et le staff performance. On voit dans beaucoup de clubs justement ils s'essayent de se bouffer l'un l'autre, et puis il y a des prérogatives qui sont disputées entre, on va dire, une équipe dans l'équipe et l'autre équipe. Et est-ce que tu as maintenant des conseils de bonnes pratiques pour que tout le monde tire dans le même sens et mettre le volume au bon niveau au bon moment? Si tu veux, sur le papier, c'est une telle évidence qu'il faut travailler en équipe et que si chacun tire à couverture à soi ou va dans son propre direction, ça peut pas marcher. Mais voilà, c'est sur le papier. Les stratégies, quand t'es dans, alors, bon, tu prends l'exemple médical, prépa, oui, souvent, mais je vais te le trouver à tous les niveaux. C'est à la plonge versus au service dans un restaurant. Tu vois, enfin, c'est partout. En rentrant dans des détails et ou pas, évidemment, c'est de toujours mettre en premier la cause qui nous unit globalement. Donc, si t'es dans un staff médical et quelqu'un d'autre dans un staff de prépa physique, bah, qu'est-ce qui nous unit? A priori, c'est quand même les Le logo. joueurs. Alors le logo. Mais à la limite, ouais, dans ce cas-là, ok, le logo c'est bien parce que à la limite, qu'est-ce qui vous fait tous être là? C'est que vous bossez avec les mêmes joueurs pour le même club, pour le même logo. Donc à partir du moment où une décision ou une initiative, elle n'est pas orientée vers logo ou joueur, bah déjà, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Et ça arrive que des staffs prennent des décisions plutôt en fonction de ce qui les arrange eux, de leurs préférences, de leur bon, ça c'est sûr. Donc il y a à avoir un but commun. Tu vois, ça aussi, on a un chapitre là-dessus sur de faire, en fait, d'arriver à canaliser certains comportements égoïstes ou égocentrés, de les canaliser avec justement tout ce qui est ce qu'on appelle la team culture, où tu vois l'esprit de groupe. C'est là que tu as l'exemple du rugby, c'est fantastique, tu vois, ils te disent, ça reste imbibé le rugby de cette idée, les All Blacks, ils te disent no dickheads allowed. Donc voilà, traduction, vous traduirez. Où t'as Kevin McLaughlin avec qui je bosse aussi, lui te dit la culture d'équipe c'est un torrent, c'est une rive, un torrent avec un courant de ouf. Et quand tu arrives dedans, eh ben le courant est tellement fort que tu peux pas toi individuellement tu te fais emporter. Normalement c'est ça. Normalement c'est tu fais partie d'une équipe, et ben si tu mets quelque chose en place où toutes tes décisions elles doivent être pour quelque chose de plus haut que toi, qui est donc l'institution, le logo, le joueur, tout ça. Bon, ça c'est sur l'aspect global et c'est quelque part qui est plus lié à comment la structure est organisée en termes de leadership et tout ça. Donc ça, bah, évidemment, c'est hyper important, mais c'est pas quelque chose sur lequel tu peux forcément jouer toi-même. Et ça, j'en reviens à l'idée du livre qui est plutôt ton petit livre de chevet quand tu es en galère en disant tiens, en fait, qu'est-ce qu'ils ont dit les copains pour comment mieux gérer le truc. Et ben et ça m'a pas mal aidé aussi. Quand tu discutes avec quelqu'un et qu'il est pas du tout, ou que toi t'es pas du tout d'accord avec lui, ou vous avez des visions mais diamétralement opposées, t'as l'approche une un peu bourrin à dire, bah de toute façon, lui il fait de la merde, c'est pas mon problème, et de toute façon c'est moi qui ai raison, donc là bon, tu sais, tu vas pas aller très loin, et puis tu auras sûrement très vite des problèmes. Donc l'approche qui à mon sens aujourd'hui me paraît un peu plus mature, c'est de partir du principe qu'il est très probable que si tu écoutes, vois même, mets en place ce que l'autre personne souhaite faire, eh ben il est très très probable que tu apprennes quelque chose. Et comme t'as ton ego qui veut tout le temps que tu progresses et tu veux toujours être meilleur, eh ben c'est fantastique. Parce que en acceptant, si tu veux, alors tu peux dire que tu perds cette bataille, je suis même pas sûr que tu vas la perdre, hein, mais en acceptant sur ce coup-ci de lâcher prise sur là-dessus, eh ben tu te mets dans une position d'apprendre. Du coup, tu reboucles la boucle et du coup ton ego va être satisfait. Parce que si ça marche,
Bon, ça va te faire chier un peu parce que tu vas un peu prendre en ton orgueil, mais tu auras appris quelque chose. Et puis si ça marche pas, c'est encore mieux parce que ça va te conforter dans ce que tu pensais. Donc tu auras appris et tu vas sortir encore plus flatté. Donc c'est top. Ça, je pense, c'est une super bascule en disant tranquille, on va apprendre quelque chose. Après, évidemment, faut en tirer les conséquences et qui avait raison, qui avait pas raison, quels sont les. Ça, on en est par rapport à qui devient responsable ou pas. Ça, c'est carrément autre chose. Mais de prendre ça comme une opportunité, c'est une belle manière de lâcher un peu prise, en restant ciblé dans le truc. Le troisième niveau, c'est le lâcher prise, mais c'est le lâcher prise un peu de reni si tu veux, où tu dis bon, allez, il y a des choses beaucoup plus importantes. Tu vois, et là t'en viens plus lecture stoïque, trucs comme ça, dans lequel je suis passé aussi, où tu dis bon, écoute, allez, c'est bon, on voulait courir à 12 km/h, on court à 14. C'est pas très grave. De toute façon, voilà, c'est pas moi qui contrôle. Toute la philosophie stoïque, c'est que tu contrôles pas ce qui se passe, mais tu contrôles la manière dont tu réagis. Tu vois, c'est toujours autour de ça. Donc tranquille. Et là où Ryan Holiday il va tellement loin, donc dans son daily stoïque, c'est le mois de décembre, il ramène tout à l'existence et à la mort. Donc c'est un peu violent, mais quand on est au point que ton ego en prend plein la face, le dernier recours à toutes les solutions de dire, parce que le recours à mi-chemin, c'est de dire bon écoute, c'est pas grave, à côté de ça, je suis en bonne santé, j'aime ma femme, tu vois là, tu relativises, mais le dernier niveau de relativité, c'est de te dire bah je suis encore vivant quoi. Donc tu vois là, c'est sûr que il y a plus rien t'es au bout du bout quoi, tu vois. Mais bon, ça c'est pas une solution, c'est un contournement. Et puis ça te fait pas avancer, ça te permet juste de mieux digérer le truc, ça te permet mieux d'encaisser les coups, tu vois. Alors que tu peux apprendre, t'es gagnant quand même. ça c'est énorme. Et après, ce qu'il faut arriver à développer pour être capable d'apprendre des autres et situations-là, c'est de développer quelque chose de tout simple, mais qu'on n'apprend pas non plus à l'école, c'est l'empathie. Cette capacité à se mettre dans la place des autres aussi, tout ça. Et ça, c'est quelque chose que t'apprends pas, ou que c'est tes parents qui te l'apprennent. Tu vois, ça, on n'a pas tous les mêmes parents, on n'a pas tous la même idée, et tu te rends compte dans nos milieux où les gens avec le volume tellement coincé tout en haut, que l'empathie, ils savent même pas ce que c'est. Parce que le volume de l'ego est tellement haut que tu t'entends plus rien. T'entends plus rien. Tu vois plein de gens derrière qui te disent empathie, t'entends pas tellement l'ego et tellement le volume est à fond, tu vois quoi. Et ça, c'est l'ennemi du team culture. C'est l'ennemi du travail ensemble et du respect, tu vois quoi. J'ai travaillé avec tellement de gens qui d'un côté ne respectaient pas les autres, mais heureusement, il y a aussi plein de leaders et des grands coachs. Je sais pas, je peux te lâcher Laurent Blanc là, tu vois, parce que pour avoir été avec lui avec 2 équipes différentes, l'introduction avec le nouveau staff et les nouveaux joueurs les 2 fois, ça a été la première chose, c'est que quoi qu'il se passe entre nous, je vous respecte en tant qu'homme et en tant que personne. C'est sympa comme entrée, tu vois, parce que tu sais derrière que tu vas t'embrouiller à des moments donnés, mais d'avoir toujours un rappel que c'est pas un problème si on s'embrouille, j'ai rien contre toi, mais j'ai m'embrouillé parce qu'on n'est pas d'accord et que moi j'ai des responsabilités, ce que tu veux, tu vois. Et donc d'avoir le respect qui engendre sur l'empathie. Et après, on parle dans le livre aussi des stratégies très très concrètes et factuelles sur comment comment rentrer dans des discussions qui sont potentiellement conflictuelles. Toi, j'ai fait une formation en ligne aussi là-dessus, des choses comme ça qui sont. Mais là, on sort de l'ego. On est plus dans gérer les conversations et les phases conflictuelles. Mais évidemment, ça passe par mettre ton volume tout en bas. Ça, c'est évident. Ça, c'est l'entrée. Toi, souvent, on te dit ouais, il faut laisser ton ego à la porte. Pareil, mauvaise expression, c'est pas juste. Rentre, mais avec le volume en bas. Et il est possible que pendant la discussion, à un moment donné, il faille le remonter vite fait. Tu vois? Mais si tu le laisses dehors, tu rentres tout nu, tu rentres tout seul. Et tu te fais allumer. Ça veut dire que si tu le laisses dehors, tu vas te faire manger. Parce que ton identity, toi-même, tu t'es laissé dehors. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu vas pas pouvoir aller au bout de tes idées, tu vas pas pouvoir décider en accord avec tes valeurs, à un moment donné, tu vas te compromettre parce que tu l'as laissé dehors. Donc il faut le ramener avec toi. Mais le contrôler. Yann Lemeur, il a une très belle expression quand il parle de parler avec des gens qui ont le volume bloqué en haut. Il dit, tu vas pour désarmer une bombe, quoi. Tu sais pas où marcher. Enfin, tu marches sur des œufs et tu vas avec le petit pinceau et t'enlèves grain de sable après grain de sable. Tu vois quoi? Parce qu'à tout moment, ça peut te péter la tête. Et là, donc, t'as besoin de ton ego, là. Parce que t'as la confiance de pouvoir la désarmer, la bombe. Tu vois? Tu l'as pas laissé dehors, quoi. Donc, Et je rebondis sur l'empathie et sur le fait que quand tu montes le volume à fond, au final, c'est difficile de garder l'empathie. Et ça fait penser à, tu sais, quand tu augmentes de plus en plus ta vitesse, au final, tu vois de moins en moins le paysage.
Tu vois, tu te focuses juste sur ce qu'il y a devant Mmh. et vu que tu vas de plus en plus vite, bah, ça défile tellement vite que tu t'y attardes plus et tu restes concentré que sur toi, ta performance et ton but. Alors que si des fois tu arrives à ralentir, à baisser le volume, bah, tu vois ce qui se passe autour, tu t'y intéresses et bah, du coup, au final, tu progresses aussi, quoi. Mmh. Exactement, exactement. Et est-ce que donc on a parlé d'un parti. Est-ce que pour les on va dire les jeunes qui nous écoutent et qui sont dans ce métier, mais je pense que c'est aussi applicable à, comme tu disais, à tout ce qu'on vit dans la vie quotidienne, tu vois, ça peut être en couple, en famille ou dans d'autres milieux de l'entrepreneuriat ou autre. Est-ce que tu as des conseils pour les jeunes qui nous écoutent et est-ce qu'au final, si des fois on n'a pas assez d'ego, est-ce qu'on passe à côté de certaines... C'est Yann Lemeur aussi, je crois, qui dit ça dans ton livre, que des fois, peut-être qu'à avoir pas assez d'ego, on passe à côté de certaines opportunités, quoi. Ouais, bien sûr. Yann, je pense que il en parle par rapport à lui-même, à toujours vouloir se mettre derrière les athlètes avec qui il bosse, derrière, à se mettre derrière parce que c'est nos fonctions, que tu sois prépa physique, sport sciences, ce que tu veux. C'est pas toi que les gens ils viennent voir le week-end, tu vois. Donc, mais c'est vrai que à te mettre derrière, tu as ta Mm. place. Mais des fois, à montrer une petite patte de toi qui Mm. dépasse, ça peut t'aider à peut-être choper d'autres Je suis d'accord. opportunités ou que, parce que malheureusement, il y a quand même beaucoup de jobs, surtout dans des gros clubs. Mm. Tu t'es pas embauché sur ton CV ou tu passes pas forcément 6 Mm. interviews comme dans une boîte de consulting ou de finance, tu vois. En gros, c'est ah bah tiens, lui j'ai vu, ah ouais putain le mec il a bossé là-bas, ouais ça passait bien, hop. Et puis tu Mm. vois. Et c'est là que on en revient un peu à l'usage des réseaux sociaux aussi ou Mm. pas. Il faut que ton positionnement par rapport à ça, il soit en lien avec tes Mm. valeurs. Par exemple, c'est un cas hyper personnel et concret, mais à la limite, ça me pose pas de problème de le partager. Quand je te disais que j'utilisais les réseaux sociaux, mais il faut que ce soit en connexion avec voilà avec mes valeurs qui sont essentiellement, ou même, je reviens à mes un peu ma vision et mes missions, c'est toujours évidemment d'avoir un impact dans le haut niveau, au niveau de la recherche, d'avoir un impact, mais avec systématiquement de l'humilité et de Mm. l'intégrité. Pour moi, c'est ça, c'est impact, humilité, intégrité. Donc là maintenant, depuis quelques semaines, je travaille avec le Mm. LOSC. Donc je passe tout le mois de juillet et le mois d'août aussi avec l'équipe. Trophée des champions, l'équipe gagne. Mm. Évidemment, je suis tout fou. Mm. Dans la demi-heure qui suit le coup de sifflet final, il n'y a pas une personne de l'entourage qui ne met pas un post Mm. sur Instagram ou quelque part qu'on a Mm. gagné. Et là, quelque part, c'est trop facile. Mm. C'est trop facile de la mettre la photo. Mm. Mais quelque part, tu te dis bon, t'as envie de la mettre parce que t'es content, t'as envie de montrer que t'es là et machin, et tu te dis bon, quelle est Mm. l'approche la plus Mm. honnête en rapport à mes valeurs. Donc, tu veux mettre quelque chose, mais il faut le faire bien. Mm. Donc, qu'est-ce que j'ai opté pour faire? Et les gens me diront Mm. si où on est par rapport à ça. Mais j'ai opté pour mettre une photo de l'équipe Mm. en les félicitant, en les remerciant. Une photo de l'équipe, mais pas, je suis pas tout seul en train d'embrasser la médaille, Mm. mais il y a toute l'équipe médicale, il y a tous mes collègues Mm. aussi. Et la photo, elle est juste pour leur dire merci. Et surtout, tu termines en remerciant le staff qui a bossé pendant 2-3 ans avant. Et si l'équipe est performante aujourd'hui, Mm. c'est sûrement pas de ce que j'ai pu apporter en un mois, mais c'est beaucoup plus lié aux 2 ans. Donc là, le côté Yann qu'ose pas se montrer Mm. ou qui veut pas forcément en faire de trop, j'ai été plus loin que lui parce que je me suis quand même mis en photo. Mm. Mais par contre, j'espère l'avoir fait avec un minimum de respect pour les gens et même de rationalité. Tu peux pas te faire croire que c'est toi qui a. Donc voilà, c'est un exemple hyper perso, mais enfin, tu vois, c'est un peu la réflexion que j'ai par rapport à ça. Mm. Te montrer parce que ça fait partie des choses, mais il faut arriver à le faire. Il faut une fois de plus respecter tes valeurs où elles sont. Mm. Si ça te pose pas de problème tu le vois tous les jours. Le mec, il a fait un stage non payé de 10 jours dans un club et il va dire partout que c'est grâce à lui qu'il gagne. Mais ça, tout le monde l'est fait. Enfin, ça, tu vois partout. Donc, si les gens derrière, ils dorment là-dessus, bah, tant mieux s'ils dorment bien. Tu vois ce que je veux dire? Mais faut que tu sois une fois de plus en relation avec toi-même et ce que tu as envie de faire ou pas faire. Mm. Et ça nous mène pareil à l'équilibre, on va dire, de la vie de famille par rapport à l'ego qui pousse à faire toujours plus, à travailler toujours plus. Comment, comment on peut le gérer et est-ce que on va dire, est-ce qu'au final c'est le même entre guillemets, c'est la même personne donc, mais est-ce que c'est le même ego au boulot qu'en famille, tu vois, ou est-ce que t'as forcément des problèmes de, tu vois, si tu finis ta journée en augmentant à fond le volume au boulot, est-ce que forcément tu vas rentrer en famille et tu vas avoir toujours le volume à fond et on va te dire le moindre truc et tu vas déclencher direct, tu vois, et il faut arriver aussi à switcher entre vie privée, on va dire, et vie pro.
Ouais, non, évidemment, je vois ce que tu veux dire, mais ça peut-être aussi c'est avec le temps, l'âge, l'expérience et tout ça. Mais si l'ego c'est d'être le meilleur professionnel sur l'aspect pro, au niveau personnel et familial, c'est d'être le meilleur père et d'être le meilleur mari et d'être le meilleur fils, tu vois. Donc tu te l'appliques de la même manière, c'est que l'empathie c'est important aussi, l'écoute et le volume aussi. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça aussi que, une fois de plus, combien de professionnels, qui soient une fois de plus des entraîneurs, des prépas physiques, des chercheurs, combien ont mis leur vie en famille, leur vie de famille en danger parce qu'elle n'était pas au service de leur réussite personnelle qui était liée professionnelle, où les gens ont tellement la vie professionnelle devant que le reste suit comme ça peut. La première fois que j'ai rencontré Alain Quintalet dans les années 2000 et des brouettes, il était en train de divorcer et il m'a dit en rigolant, de toute façon, Martin, un bon entraîneur, c'est un entraîneur divorcé. Ça a été un mentor, Alain, mais s'il y a bien un truc que j'ai retenu en me disant, bah ça, c'est pas moi, ça, je veux pas. Tu vois, et j'étais très très loin de me marier à cette époque-là. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est con ce qu'il dit. Enfin, ou alors si c'est vrai, bah je veux pas être entraîneur parce que je vois pas pourquoi pourquoi tu devrais sacrifier l'un pour l'autre. Tu vois, enfin on est des gens entiers et t'as besoin des deux et puis enfin voilà, ton épanouissement, ce que tu veux. Enfin, donc les gens qui sacrifient leur vie personnelle pour évidemment après il faut avoir la chance de trouver ton âme sœur et j'ai évidemment chance que ma femme elle m'a toujours facilité mon développement professionnelle parce que elle faisait partie de l'aventure et du projet. Donc j'ai eu la chance que on entend la plein de gens comme ça où des gens sont en couple et les deux sont omnibulés par leur carrière professionnelle. Ça marche pas souvent, hein. Enfin c'est compliqué parce qu'il y a toujours un des deux qui doit faire des compromis. Donc moi j'ai la chance que pour ça que ma femme ça a été ta carrière entre guillemets professionnelle, ça a été de faire du hand et de jouer au plus haut niveau qu'elle a pu faire et tout, et c'est une très très bonne joueuse. Après, quand tu te rends compte que tu vas pas en vivre, et puis qu'à l'inverse, que moi de mon côté j'ai des projets, tout ça, bah quelque part, elle se met au service de notre projet, tu vois. Et ça, t'es obligé de lui rendre. Donc, si tu veux, c'est que elle s'est mise au service de mon ego professionnel, si tu veux, si tu veux. Mais voilà. Après, donc ouais, genre ton l'ego pro, il doit être ego perso aussi. C'était ça le début de la question. Il faut en revenir là, c'est que tu vas être le meilleur père et donner le maximum à tes enfants. Et après, l'étape plus loin, c'est que tous ces apprentissages et tout ce qu'on vient de discuter là et tout ça, c'est comment tu transmets ça à tes enfants, qui sont, on en parle au début, qui sont tout le temps dans l'approbation des parents, est-ce que c'est bien, qu'est-ce que tu penses de ça et tout ça, et de leur dire non mais ok c'est bien, et d'être toujours derrière eux, c'est toi en tant que parent qui va les aider à développer leur confiance en eux. C'est évidemment que ça vient de toi, mais il faut qu'ils arrivent à se détacher du jugement et de ton approbation et tout ça, quoi. Une carte interne. Donc et là voilà, on en revient à les cartes internes, cartes externes et tout ça. Et quand tu vois, je vois des fois ma fille, enfin c'est pas un super truc en gym, en danse. Il y a 3 personnes qui n'ont pas applaudi, c'est un drame. Mais c'est clair. Et je me revois dans des situations comme ça où t'as pas suffisamment. Et à partir du moment où c'est un drame si 3 personnes n'applaudissent pas, c'est que il te manque encore. T'es pas encore assez fort en interne. Ouais, d'accord. Tu vois. Ou alors. Et c'est ça la discussion que j'ai avec elle, tu vois, par exemple. Ou alors si ça arrive pour mon fils ou ma fille, je vais voir les 3 personnes qui ont pas applaudi, je les force à applaudir comme ça. Je fais complètement l'inverse. Non mais c'est passionnant de dériver là-dessus parce que pareil entre les différentes cultures et tout ça, on voit des cultures notamment on va dire un peu à l'américaine où on a l'impression que les enfants sont hyper valorisés, que c'est tout le temps les meilleurs, qu'ils font un peu ce qu'ils veulent, qu'on dit toujours oui, que c'est interdit de dire non, tout ça. Et on voit d'autres cultures où, au contraire, on essaye de mettre un cadre beaucoup plus restrictif parce qu'on le pense plus constructeur et épanouissant à moyen ou long terme. Mais c'est vrai que comment gérer son ego et comment construire un bébé ego ou un ego d'un enfant sans que, tu vois, en lui apprenant à le gérer, à ces moments-là, ta carte interne, c'est à plus fort. Comment construire une carte interne, on va dire, suffisamment solide pour que ce qui passe à l'extérieur l'affecte pas dans sa construction, quoi. Ouais, et reality check. Ouais. C'est ça la clé. C'est ça. C'est que à partir du moment où tu sais où t'en es, la carte externe, t'en as plus besoin. Ah, c'est trop bien. Mais tu vois, pour apprendre ça à des gamins, ça doit être ouf. C'est in progress. C'est clair. Et pour finir, alors Martin, est-ce que tu peux nous dire, toi,
on va dire, au cours de ce voyage, parce que c'est presque un voyage un peu initiatique, hein, on a l'impression. Qu'est-ce que tu en retires? Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Qu'est-ce que ça t'a apporté au final? On a déjà un peu parlé, mais sur cet aspect de flexibilité et donc voilà le principe corps central du livre, c'est les volumes et tout ça, c'est évident. Comme je t'en ai parlé aussi, ça m'a permis de me réconcilier aussi avec mon ego et de l'accepter et de te rendre compte que c'est ton meilleur ami puisque c'est toi en fait, si tu veux. Donc tu peux pas te le brimer. Et justement, par rapport à ce que tu disais juste avant, pour finir sur l'aspect des éducations très un peu castratrice, attention, faut pas montrer, faut rester sérieux, faut travailler, machin, et ben tu te rends pas service non plus. Tu vois quoi. Et c'est comme tout dans la vie, t'es jamais bon dans les extrêmes, tu vois. Donc t'es le meilleur mon fils tous les jours, c'était mal barré, mais t'es jamais bon. Après, c'est ça, il y a rien de neuf. C'est comme tout, il faut être dans la modération et le meilleur des deux, tout ça. Mais voilà, si je peux te résumer le truc, c'est vraiment c'est les volumes et le reality check. C'est vraiment ça. Et le reality check, là par contre, il faut vraiment se regarder dans un miroir, parce que c'est pas tu dis ouais j'ai fait mon reality check, mais tu penses toujours être un autre, ça va pas t'aider. Il faut être capable de vraiment s'auto-analyser et de vraiment objectiver. Là, on en revient avec une approche scientifique si tu veux ou ce que tu veux, mais être réellement en capacité de s'analyser pour ce qu'on est vraiment et de ce qu'on fait et de ce qu'on dit et de qui on est, tu vois quoi. Donc et là du coup c'est intéressant. Si c'est une reality check qui est biaisée parce que t'as le volume en haut, bah t'y arriveras pas, tu vois. Mais c'est ça. Volume et reality check pour moi c'est les deux points c'est des concepts que j'avais même pas pensé avant, tu vois. C'est top. Martin, parfait, merci beaucoup. Eh ben merci pour ton temps. Je pensais pas partager autant de choses perso. Mais bon, voilà, un peu. Mais bon, pour terminer, je dis vraiment, c'est que ce livre qui est pas vraiment un livre, qui est plutôt un recueil d'interviews, si j'avais pu avoir ce bouquin il y a 15 ans, alors c'est sûr, j'aurais jamais fait tout ça parce que quelque part, c'est toujours un peu dans la difficulté, dans l'essai-erreur, l'expérimentation que t'apprends et tout. Donc quelque part, toi, j'ai envie de dire, d'un côté, c'est le livre que j'aurais aimé avoir eu il y a 15 ans. D'un autre côté, je suis aussi content de pas l'avoir eu parce que j'en serais pas là aujourd'hui, enfin différemment. Mais j'aurais peut-être été un meilleur professionnel, j'aurais peut-être été un meilleur père, mari, enfant, ce que tu veux. J'aurais été parce que voilà, quand t'as 20 ans, on en revient au Dunning-Kruger. Quand t'as 20 ans, t'es tout en haut et tu penses que t'es très très rapidement un petit con. Et donc voilà, ce livre il est là, c'est pour les gens qui sont des petits cons en ce moment. Il faut vite qu'ils le lisent pour l'être moins longtemps. C'est clair. C'est un peu ça. Merci à tous les petits cons qui écouteront le podcast. Bon, c'est un peu n'importe quoi cette conclusion, mais bon, c'est ce que je pense sur le moment. Enfin, c'est un peu ça l'idée. C'est toi. Merci beaucoup, Martin. À la prochaine. À bientôt, Julien. Merci. Salut. Voilà. Merci d'être allé au bout de cet épisode un peu spécial. J'espère que vous vous êtes régalé. Si vous voulez m'aider, le mieux est de partager cet épisode sur les réseaux sociaux, notamment en story sur Instagram. Parlez-en autour de vous et n'hésitez pas à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer. Pour l'épisode 34, qui sortira le mercredi 15 septembre, je discute avec Massamba Mbaye, kiné et préparateur physique, qui a aussi monté Cinétique Formation. On parle notamment de renforcement musculaire et de BFR, mais pas que. Massamba interviendra aussi au French Ankle Consortium de Strasbourg le 18 septembre. À suivre de près. Merci pour votre écoute, à très bientôt pour un nouvel épisode.